10 millions d'euros. Et sur ces 10 millions, le Louvre lance une souscription auprès du public en octobre 2017 afin d'obtenir le million manquant. Dans quel but? Acheter un livre d'heures que François Ier offrait à sa jeune nièce Jeanne d'Albret presque 500 ans plus tôt. Ce tout petit objet de 8,5 cm de haut pour 6,5 cm de large est conservé au musée du Louvre et c'est un livre d'heures accompagné de son marque-page. Cet ensemble peut être précisément daté grâce à la mention de l'année 1532 qui figure dans le livre. Il est acquis, et non commandé, seulement acquis, en 1538 par le roi de France François Ier auprès du marchand joaillier Allard Plomier. Le roi l'offrit alors à sa nièce, Jeanne d'Albret, qui a 10 ans à ce moment-là. Jeanne d'Albret, c'est la fille de Marguerite d'Angoulême, donc la sœur de François Ier, et elle est la future reine de Navarre et la future mère d'Henri IV. C'est d'ailleurs ce dernier qui hérite de l'objet, puis c'est Marie de Médicis, sa femme, qui le vendit à un marchand flamand, et c'est enfin le cardinal Mazarin qui chercha à récupérer l'ouvrage et donc le racheta. Le livre s'est ensuite retrouvé en Angleterre depuis le XVIIIe siècle où il est passé de collection privée en collection privée. Notamment dans celle d'Horace Walpole, qui est l'auteur du premier roman gothique au XVIIIe siècle, l'une des sources d'influence du romantisme en France et en Europe. Et notre livre porte d'ailleurs, sur son tout premier feuillet, une note d'Horace Walpole en latin, dans laquelle il explique d'une part la façon dont il a acquis l'objet, mais il propose également une pseudo-expertise, erronée, mais présente quand même, sur le probable auteur du livre. Et au fil des propriétaires du XVIIIe, XIXe et XXe siècle, eh bien le dernier propriétaire décida de le vendre pour 10 millions d'euros. Donc le Louvre et le groupe de Bernard Arnault LVMH réunissent la somme de 9 millions, et comme je vous l'ai dit, le public complétera avec le million manquant. C'est ce qu'on appelle un livre d'heures, c'est-à-dire un recueil de prières personnelles que les laïcs, c'est-à-dire vous et moi, pas les religieux, gardaient sur soi et qui leur permettaient de suivre les différents offices de la journée. Bon, là, vu la chose, vous vous doutez bien qu'on ne transporte pas ça sur soi toute la journée parce que c'est trop précieux. Donc celui-ci a été fait pour des gens fortunés, mais il n'a pas été fait pour le roi à l'origine, mais les propriétaires de ce genre d'objet le considéraient comme un objet précieux et un objet d'apparat. Il n'était pas couramment utilisé. Mais le fait est que, pour le texte, c'est un objet très courant au Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle dans le nord de l'Europe. Et puis au XVe siècle, ce sont les grandes heures, si je puis dire, du livre d'heures, et c'est un livre qui s'est répandu dans toutes les classes sociales. Donc dans ce petit livre, on trouve les offices selon les heures de la journée. C'est pour ça qu'on appelle ça un livre d'heures. Donc, je ne vais pas toutes vous les dire, ça va des matines aux vêpres, les complis avant le coucher du soleil, également on trouve des psaumes, des cantiques, l'office des morts, des calendriers, des prières pour certains saints ou autres selon des choix personnels des commanditaires, ça pouvait être personnalisé, ou des spécificités selon les régions. Mais cet exemple-ci, on l'étudie avant tout pour son exceptionnelle richesse de matière, l'absolue finesse de ces décors caractéristiques de la Renaissance française. C'est un travail collectif et il y a beaucoup d'artistes à féliciter. Ce livre est le témoignage historique d'énormément de choses, et en tant qu'objet, il a deux intérêts artistiques importants. D'une part, le livre lui-même, ses enluminures, et d'autre part, et surtout, sa reliure. Pour ce qui est du manuscrit, tout est fait avec des pages en vélin, c'est-à-dire de la peau de veau mort-né, qui est plus fine, plus agréable que le parchemin ordinaire, plus doux aussi, et qui coûtait les yeux de la tête. Donc, dès le départ, on sait que l'écriture et l'enluminure seront un travail de qualité. Le livre ouvre sur des gardes en soie bleue postérieures au XVIe siècle, probablement du XVIIIe au XIXe. Il contient de nombreuses initiales enluminées, 3 petites peintures et 16 peintures en pleine page. Alors, en pleine page, je vous ai dit que le livre mesurait 8,5 cm de haut avec la reliure, donc les enluminures ne doivent pas mesurer plus de 7 cm de haut. Donc on est vraiment sur un travail très minutieux. Donc ces peintures sont l'œuvre de 3 artistes enlumineurs différents, et on les distingue justement parce qu'ils ont un style différent les uns des autres. Alors c'est toujours au conditionnel bien sûr, puisqu'on n'a jamais de document qui atteste du travail d'une personne, mais on sait faire des comparaisons, et le style c'est caractéristique du travail de quelqu'un. La comparaison c'est un travail d'expertise précis et qui peut avoir une valeur sûre. C'est un peu comme aujourd'hui quand vous êtes sûr de reconnaître l'écriture de quelqu'un, eh bien reconnaître le style de quelqu'un, c'est le même principe. Donc éventuellement, notre premier enlumineur, c'est Noël Bellemare et son atelier, qui est un flamand mort en 1546 à Paris. Alors je vous montre également le travail de Jean Bourdichon et du maître François Drouhan, qui sont deux autres enlumineurs qui ont fait des missels, les livres d'heures et autres à la même époque. Mais vous voyez qu'on est dans un autre style, même s'il y a des encadrements, ça n'est pas aussi développé. Cette colonne de vent pilastre, c'est caractéristique de Noël Bellemare, cette profondeur atmosphérique avec le dégradé de bleu, c'est type du travail du Nord, et c'est très naturaliste. Alors, on est au XVIe siècle, donc je parle d'un naturalisme du XVIe siècle évidemment. Pour les deux autres artistes, ils sont inconnus.
L'un d'entre eux apprécie particulièrement les effets de brocart, les dorures sur les drapés très amples, on ne sent pas du tout les corps des personnages, que je vais appeler donc le peintre de brocart. Et l'autre est dans une lignée plutôt maniériste, donc je vais l'appeler le peintre maniériste. Il aime les effets de flammes, les contrastes rouge et noir, la lumière, les ténèbres, les grands gestes, en somme, le maniérisme type des années 1530-1540 en France. Tel qu'il se développe depuis par exemple le chantier de Fontainebleau, après l'arrivée des Italiens comme Rosso Fiorentino en 1527, après le sac de Rome par Charles Quint. Bon, ces Italiens développent un tas d'images que les Français vont s'approprier, le maniérisme français. L'autre intérêt de ce petit bijou, c'est sa reliure. C'est une reliure d'or, émaillée noire, sertie de pierres précieuses. La sublime tranche de la reliure est ornée de rubis et de turquoise. D'habitude, la turquoise n'est pas associée à d'autres pierres, et en fait elle est même très peu utilisée en France à ce moment-là, mais elle est plus utilisée sur les objets ottomans. Et on rappelle que François Ier a conclu une alliance avec le sultan Soliman le Magnifique en 1536. Bon, les relations datent d'il y a 10 ans déjà, et puis c'est très mal vu en Europe, mais bon, on s'en fout, hein, c'est politique, et puis c'est humaniste aussi un peu, et puis c'est pas le sujet. Toujours est-il que les échanges culturels avérés font que ce mélange relève de l'influence ottomane sur cette pièce. Le fermoir est en grenat, aujourd'hui disparu, donc ce qu'on a actuellement est une copie. Et enfin, ces deux merveilleuses grandes plaques de cornaline, qui est une variété d'agate. Elles sont gravées en intaille, c'est-à-dire en relief en creux, à l'inverse des camées qui sont des reliefs sculptés et qui sont encerclés dans ces montures d'or. Sur la face est représentée la crucifixion avec Saint Jérôme et Saint François qui reçoit les stigmates, matérialisés par ces rayons depuis le corps du Christ. Et sur le dos, la Vierge à l'enfant trônant, entourée de Sainte Barbe avec sa tour et de Sainte Catherine avec sa roue. Il y a une inscription latine sous le trône de la Vierge, « O Mater Dei Memento Me », « Ô Mère de Dieu, souviens-toi de moi ». Ces deux plaques sont encadrées par des têtes de chérubins dans les angles qui sont également en cornaline. Alors on pense, mais il y a beaucoup de noms et d'artistes possibles, que le graveur est Matteo d'Arnasaro Veronese, qui est mort en 1548. C'est un lapidaire italien connu pour ses camées et ses intailles, et qui travaille à Paris et auprès de François Ier à partir de 1518. Et là encore, c'est un travail de comparaison. Et pour encadrer cette cornaline, de chaque côté, il y a un texte en haut et en bas qui est écrit à l'émail noir sur fond blanc, en latin, et bon, il manque la fin, mais à l'époque tout le monde connaissait ces sources, donc ça posait pas de problème. Donc au recto, mais vous le savez sûrement déjà, puisque vous avez tous pris latin au collège, mais je traduis par souci d'intégrité, « Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. » Et au verso, « Marie, Mère de grâce, Mère de miséricorde, protège-moi de mes ennemis et reçois-moi à l'heure de ma mort. » Le livre est accompagné d'un signet, un marque-page, assorti à la reliure, avec les rubis, les turquoises, la monture d'or, une perle suspendue et une cornaline en camée, donc pas en intaille comme sur le livre, et qui représente le Christ à la colonne. Cet objet est également utilisable en pendentif, et à l'époque, c'était du plus bel effet. Alors c'est rarissime pour un livre ancien de conserver sa reliure d'origine, surtout pour un tel ouvrage, parce que vous imaginez bien que les pièces, les pierres auraient pu être réutilisées, réaffectées à d'autres bijoux ou autres. Et là, on a décidé de conserver l'objet en état, donc ça témoigne bien de la considération et de la valeur de l'objet pour les contemporains et jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul exemple au monde, et cet objet est d'autant plus précieux qu'il est aussi le seul témoignage des biens de la dynastie des Valois. C'est la seule pièce d'orfèvrerie avec la salière de Cellini, qui se trouve à Vienne, à pouvoir être directement associée à François Ier. Alors il vaut mieux pour François Ier être en bon terme avec cette petite fille, parce qu'à l'époque, Jeanne d'Albret, c'est la seule héritière du royaume de Navarre. Et que la Navarre, c'est un état important, notamment dans cette période de guerre de religion, puisque la Navarre concentre une importante population protestante, mais également parce que la Navarre, c'est un royaume clé dans l'inimité entre la France et l'Espagne, puisque ce royaume se situe entre les deux pays. Nous sommes en 1541, c'est-à-dire 3 ans après ce cadeau bien catholique. François Ier soustrait sa petite nièce à ses parents. Les parents en question souhaitaient marier Jeanne à un fils de Charles Quint, donc le puissant roi d'Espagne, et accessoirement grand rival de François Ier, alors que François Ier, lui, préférait s'allier avec certains princes allemands, et donc il va décider de marier sa petite nièce au duc Guillaume de Clèves. Bon, ça n'a pas vraiment marché, protestation de Jeanne, non-consommation du mariage, et puis aussi volonté du duc de Clèves de ne plus s'allier avec François Ier, font que le mariage est annulé assez vite. Et Jeanne épousera ensuite
le duc de Vendôme, donc Antoine de Bourbon, et ils seront les parents du futur roi de France, Henri IV, et de la dynastie des Bourbons. Donc c'est aussi dans cette histoire digne des plus grandes séries HBO ou Netflix à succès que se place ce petit livre d'heures. Avec tout ça, vous comprenez l'importance de cette pièce. Pas seulement parce que ça brille, ça scintille, c'est beau, vif et coloré, mais parce que, du point de vue de l'histoire de l'art et des arts décoratifs, c'est une pièce de synthèse. Une synthèse entre les traditions nordiques de l'enluminure, la délicatesse italienne du travail de la pierre, les apports ottomans avec la turquoise, les émaux français, et puis les images catholiques à une époque où les guerres de religion sont de plus en plus importantes. Et puis, c'est un survivant des livres d'heures, il en a existé beaucoup, de qualité semblable, beaucoup ont été perdus, démantelés, voire pire. Donc, une pièce pareille, allez la voir dès que possible. Autant de richesse, de beauté, de symboles, de charge historique dans cette si petite chose, ça vaut le déplacement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'objet vous aura émerveillé. N'hésitez pas à commenter des infos supplémentaires, vos impressions, ce que vous aimeriez voir, ce à quoi ça vous fait penser, tout est bon à prendre. N'hésitez pas à partager parce que de tels objets ne sont pas faits pour être ignorés du monde. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça motive. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.